La pluie martelait impitoyablement les vitres de la Rolls-Royce Phantom noire qui remontait l'allée pavée du château de Belmont, une somptueuse demeure nichée dans les collines verdoyantes de la Provence. Alexandre Dubois, magnate de l'immobilier de luxe âgé de 42 ans, observait d'un œil fatigué les jardins à la française, parfaitement entretenus qui s'étendaient de part et d'autre du véhicule. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir en cuir italien, tandis qu'il repensait à cette journée épuisante passée à négocier l'acquisition d'un complexe hôtelier à Cannes. Les chiffres dansaient encore devant ses yeux. 250 millions d'euros. Une somme qui ne représentait pourtant qu'une fraction de sa fortune colossale, estimée à plus de 3 milliards d'euros. Le véhicule s'immobilisa devant le perron monumental orné de colonnes doriques, et Charles, son chauffeur personnel depuis 15 ans, se précipita pour lui ouvrir la portière malgré la pluie battante. Alexandre rajusta sa veste Armani sur mesure et gravit les marches de marbre blanc, ses chaussures italiennes claquant sur la pierre humide. L'imposante porte d'entrée en chêne massif sculpté s'ouvrit automatiquement grâce au système de reconnaissance faciale, dernier cri qu'il avait fait installer l'année précédente. L'intérieur de la demeure respirait le luxe absolu. Sol en marbre de Carrare, lustre en cristal de Baccarat suspendu à plus de 10 mètres de hauteur, et œuvres d'art contemporaines d'une valeur inestimable ornant les murs lambrissés. Mais quelque chose clochait dans cette perfection habituelle. Un son étrange parvenait à ses oreilles, un sanglot étouffé qui semblait provenir du grand salon. Alexandre fronça les sourcils, peu habitué à entendre des pleurs dans sa demeure habituellement silencieuse comme un mausolée. Il se dirigea vers la source du bruit, ses pas résonnant dans le hall d'entrée cathédralesque. Là, agenouillée devant la cheminée Renaissance en train de nettoyer les cendres, se trouvait Marie-Claire Rousseau, sa femme de ménage depuis 3 ans. Ses épaules tremblaient de façon incontrôlable, et des larmes coulaient abondamment sur ses joues rougies par l'émotion et l'effort physique. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me motiver à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de ce début mystérieux? Alexandre resta figé quelques instants, observant cette femme de 53 ans qu'il avait toujours vue d'une discrétion exemplaire, accomplissant ses tâches avec une efficacité remarquable, sans jamais se plaindre ni attirer l'attention. Marie-Claire était une femme de taille moyenne aux cheveux châtains, grisonnants toujours tirés en chignon strict, au visage marqué par les années, mais conservant une certaine dignité naturelle. Elle portait invariablement le même uniforme bleu marine qu'il lui avait fourni, toujours impeccablement repassé, malgré ses moyens manifestement modestes. Ce qui frappait le plus chez elle, c'étaient ses yeux d'un vert profond, toujours remplis d'une mélancolie qu'Alexandre n'avait jamais cherché à comprendre jusqu'à présent. « Marie-Claire » dit-il doucement, ne voulant pas l'effrayer davantage. La femme sursauta violemment et se retourna brusquement, tentant précipitamment d'essuyer ses larmes avec le revers de sa manche. Ses joues s'empourprèrent d'embarras, et elle baissa immédiatement les yeux, comme si le fait d'être surprise dans cet état de vulnérabilité constituait une faute professionnelle impardonnable. « Monsieur Dubois, je ne vous avais pas entendu arriver. Pardonnez-moi, je termine immédiatement le nettoyage de la cheminée et je m'en vais, balbutia-t-elle d'une voix tremblante, s'empressant de ramasser ses produits d'entretien éparpillés sur le sol de marbre. « Non, attendez !» l'arrêta Alexandre, surpris par sa propre réaction. Habituellement, il ne s'embarrassait pas des problèmes personnels de ses employés, considérant que la frontière entre vie professionnelle et privée devait rester infranchissable. Mais quelque chose dans les larmes de cette femme, dans sa détresse évidente, l'interpellait d'une manière qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. « Que se passe-t-il ? Vous semblez bouleversé. » Marie-Claire releva lentement la tête, ses yeux verts brillant de larmes contenues, et Alexandre fut frappé par l'intensité de la souffrance qu'il y lisait. C'était comme si un voile venait de se lever sur une douleur profondément enfouie, une blessure que cette femme portait silencieusement depuis longtemps. « Ce n'est rien, monsieur, vraiment, juste de la fatigue. Cela va passer, » mentit-elle maladroitement, mais sa voix la trahissait, chevrotante d'émotion. Alexandre observa son visage plus attentivement et remarqua des détails qui lui avaient échappé jusqu'alors. Les cernes profonds sous ses yeux, l'amaigrissement de ses traits, la façon dont elle serrait convulsivement un mouchoir froissé dans sa main gauche. Quelque chose de grave était en train de se passer dans la vie de cette femme, quelque chose qui la rongeait de l'intérieur comme un poison lent mais implacable. « Marie-Claire, cela fait 3 ans que vous travaillez pour moi.
Vous êtes quelqu'un de très professionnel, toujours ponctuel, toujours discrète. Je ne vous ai jamais vu dans cet état, insista Alexandre, s'approchant légèrement tout en gardant une distance respectueuse. Si vous avez des difficultés, peut-être puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre. Ces mots le surprirent lui-même. Quand avait-il proposé pour la dernière fois son aide à quelqu'un sans arrière-pensée financière ou stratégique? Quand s'était-il soucié pour la dernière fois du bien-être d'autrui sans y voir un intérêt personnel? Marie-Claire le regarda avec une expression de surprise mêlée de reconnaissance, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'un homme de sa position puisse se préoccuper sincèrement de ses problèmes. Elle hésita longuement, visiblement partagée entre l'envie de se confier et la peur de franchir une ligne qu'elle s'était imposée depuis le début de leur relation professionnelle. « Monsieur Dubois, c'est très aimable à vous, mais c'est un problème personnel. Je ne devrais pas vous importuner avec mes soucis. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, et Alexandre comprit qu'elle luttait pour maintenir cette façade de dignité professionnelle qui lui tenait manifestement à cœur. « Vous ne m'importunez pas, » répondit-il, avec une douceur qui le surprit lui-même. « Asseyez-vous, je vous prie. » Il désigna l'un des fauteuils Louis XV qui entourèrent la cheminée, des pièces d'une valeur considérable qui n'étaient habituellement réservées qu'à ses invités les plus prestigieux. Marie-Claire hésita encore, jetant un regard inquiet vers ses mains tachées par les produits de nettoyage, puis finit par s'asseoir délicatement sur le bord du siège, comme si elle craignait de le salir ou de commettre un impair. Alexandre prit place dans le fauteuil en face d'elle et attendit patiemment qu'elle trouve le courage de parler. Le silence s'étira entre eux, ponctué seulement par le crépitement des dernières braises dans la cheminée et le bruit de la pluie qui continuait de battre contre les hautes fenêtres du salon. Cette proximité inhabituelle avec son employé créait une atmosphère étrange, presque intimiste, qui contrastait totalement avec leurs interactions habituelles, limitées aux politesses d'usage et aux instructions professionnelles. « Mon fils, c'est mon fils Lucas », commença-t-elle finalement d'une voix à peine audible, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. « Il a 24 ans et il a des problèmes, des gros problèmes. » Elle marqua une pause, semblant chercher ses mots avec soin, comme si chaque syllabe lui coûtait un effort surhumain. Il y a 6 mois, les médecins ont découvert qu'il avait une tumeur au cerveau, une tumeur maligne qui progresse très rapidement. Alexandre sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il avait l'habitude des problèmes financiers, des disputes contractuelles, des négociations tendues, mais la souffrance humaine pure, celle d'une mère face à la maladie de son enfant, le déstabilisait complètement. « Je suis désolé », murmura-t-il, conscient de l'inadéquation de ses mots face à une telle détresse. Quel est son pronostic? Marie-Claire ferma les yeux, et une nouvelle larme roula sur sa joue. Les médecins disent qu'il lui reste peut-être 6 mois, peut-être 1 an si la chimiothérapie fonctionne bien. Mais les traitements coûtent une fortune. L'assurance maladie ne couvre qu'une partie des frais, et les médicaments expérimentaux qui pourraient lui donner une chance supplémentaire ne sont pas remboursés. Sa voix se fit plus ferme, comme si elle puisait dans ses dernières réserves de courage pour continuer. « J'ai déjà vendu tout ce que je possédais, mes bijoux, les meubles de ma mère, même ma voiture. J'ai contracté tous les emprunts possibles, mais ce n'est pas suffisant. Et maintenant, elle s'interrompit, incapable de poursuivre. Alexandre comprenait parfaitement où elle voulait en venir. Les traitements contre le cancer coûtaient effectivement des sommes astronomiques, surtout lorsqu'il s'agissait de thérapies innovantes ou expérimentales. Pour lui, ces montants représentaient des sommes dérisoires, l'équivalent de ce qu'il dépensait parfois pour un dîner d'affaires ou un week-end à Monte-Carlo. Mais pour une femme de ménage aux revenus modestes, c'était littéralement inatteignable. « Combien ?» demanda-t-il simplement. Marie-Claire le regarda avec incompréhension. « Combien coûtent les traitements dont votre fils a besoin ?» précisa-t-il. Elle hésita, visiblement gênée d'aborder ces questions d'argent avec son employeur. « Monsieur, je ne vous dis pas cela pour que vous... Je ne veux pas que vous pensiez que j'essaie de profiter de votre générosité. C'est juste que je ne sais plus quoi faire. Je me sens si impuissante. »« Marie-Claire, » dit Alexandre avec fermeté, « répondez-moi. Combien ?» Elle prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger dans un abîme. Le protocole expérimental dont il aurait besoin coûte environ 150 000 €, plus les frais d'hospitalisation et les examens complémentaires. En tout, les médecins estiment que nous aurions besoin d'environ 200 000 € pour lui donner toutes les chances de s'en sortir. Elle avait débité ces chiffres d'une traite, comme si les prononcer lentement aurait rendu leur énormité encore plus insupportable.
Alexandre hocha lentement la tête, calculant mentalement. 200 000 euros. Pour lui, c'était moins que ce qu'il gagnait en une journée grâce à ses placements financiers. C'était moins que le prix de la montre Patek Philippe qu'il portait au poignet. C'était une somme ridicule comparée à sa fortune, mais qui représentait pour cette femme l'espoir de sauver son enfant unique. Une décision se cristallisa dans son esprit, claire et nette comme un cristal de roche. « Je vais payer », dit-il simplement. Marie-Claire le regarda comme s'il venait de parler dans une langue extraterrestre. « Pardon ?» balbutia-t-elle. « Je vais payer les frais médicaux de votre fils. Tous les frais. Donnez-moi les coordonnées de l'hôpital et du médecin responsable. Je m'occupe de tout dès demain matin. » Il parlait d'un ton calme et décidé, comme s'il venait de décider d'acheter une nouvelle œuvre d'art ou de faire réviser sa voiture. Marie-Claire resta bouche bée pendant plusieurs secondes, puis éclata en sanglots. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'incrédulité mélangées à un espoir qu'elle n'osait plus nourrir depuis des mois. « Monsieur Dubois, je ne peux pas accepter. C'est trop. Comment pourrais-je jamais vous rembourser ?» Alexandre leva la main pour l'interrompre. « Vous ne me rembourserez rien. C'est un don, pas un prêt. La seule chose que je vous demande, c'est de continuer à travailler pour moi aussi longtemps que vous le souhaiterez, et de me donner des nouvelles de Lucas de temps en temps. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, les larmes coulant toujours abondamment sur son visage. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi, pour nous ?» Alexandre resta silencieux un long moment, cherchant lui-même la réponse à cette question. Pourquoi, effectivement? Il avait l'habitude de tout calculer, de peser le pour et le contre de chaque décision, de n'agir que lorsque l'intérêt était évident et mesurable. Mais là, pour la première fois depuis longtemps, il agissait simplement parce que c'était la bonne chose à faire, parce que j'en ai les moyens et que vous et votre fils ne méritez pas de souffrir à cause d'un manque d'argent, répondit-il finalement. Et peut-être aussi parce que cela fait trop longtemps que je n'ai pas fait quelque chose de bien pour quelqu'un sans attendre de contrepartie. Cette confession le surprit lui-même. Quand avait-il cessé d'être généreux? Quand l'accumulation de richesses était-elle devenue son unique obsession? Il repensa à ses débuts, quand il n'était qu'un jeune entrepreneur plein d'idéaux, rêvant de réussir pour aider sa famille et améliorer le monde autour de lui. Marie-Claire se leva brusquement de son fauteuil et s'agenouilla devant lui, tentant de lui prendre les mains. « Monsieur Dubois, vous venez de sauver la vie de mon fils. Comment puis-je vous exprimer ma gratitude? Vous êtes un ange envoyé par le ciel, vous. » Alexandre l'arrêta gentiment et l'aida à se relever. « Marie-Claire, je vous en prie, relevez-vous. Vous n'avez pas à vous agenouiller devant moi. Nous sommes tous les deux des êtres humains, et l'un aide l'autre, c'est tout. » Cette soirée marqua le début d'un changement profond dans la vie d'Alexandre Dubois. Pour la première fois depuis des années, il s'endormit en pensant à autre chose qu'à ses affaires et ses investissements. Il pensait au jeune Lucas, à sa mère qui allait enfin pouvoir dormir sans cette angoisse qui la rongeait, aux médecins qui allaient pouvoir utiliser tous les moyens à leur disposition pour combattre cette maladie. Cette nuit-là, ses rêves ne furent pas peuplés de chiffres et de contrats, mais d'images de guérison et d'espoir. Le lendemain matin, dès 8 heures, Alexandre contacta son assistante personnelle, Isabelle Moreau, une femme d'une efficacité redoutable qui gérait son agenda et ses affaires courantes avec une précision d'horloger suisse. « Isabelle, j'ai besoin que vous preniez contact avec l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous allez régler intégralement les frais médicaux d'un patient nommé Lucas Rousseau, fils de Marie-Claire Rousseau. Je veux que le meilleur oncologue de France s'occupe de son cas, peu importe le coût. » Isabelle, habituée aux demandes parfois surprenantes de son patron, ne broncha pas. « Très bien, monsieur Dubois. Dois-je établir un budget limite? » Aucune limite. Faites tout ce qui est nécessaire pour que ce jeune homme ait toutes les chances de guérir. Et je veux un rapport hebdomadaire sur l'évolution de son état. Alexandre marqua une pause, puis ajouta quelque chose qui surprit son assistante. « Et Isabelle, faites cela discrètement. Je ne veux pas que cela se sache. Ce n'est pas un coup de communication, c'est personnel. » Pendant ce temps, Marie-Claire était arrivée à l'hôpital Saint-Louis, où son fils était hospitalisé depuis une semaine pour subir une nouvelle série d'examens. Lucas Rousseau était un jeune homme grand et mince, aux cheveux châtains comme sa mère, mais aux yeux d'un bleu profond qu'il tenait de son père décédé dans un accident de voiture 15 ans plus tôt. Malgré la maladie qui le rongeait, il avait gardé ce sourire chaleureux et cette détermination qui avait toujours caractérisé sa personnalité. Il était étudiant en médecine, avant que le diagnostic ne tombe comme un coup près, rêvant de devenir chirurgien pour aider les autres, comme on ne pouvait apparemment pas l'aider lui-même.
« Maman, tu as l'air différente ce matin », remarqua Lucas en voyant sa mère entrer dans sa chambre d'hôpital. « Il y a quelque chose dans tes yeux, comme une lumière que je n'avais pas vue depuis longtemps. » Marie-Claire s'assit au bord du lit et prit la main de son fils. Cette main qui lui avait semblé si fragile ces derniers mois, mais qui serrait maintenant la sienne avec une force rassurante. « Lucas, mon chéri, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier soir, quelque chose qui va changer notre vie. » Elle lui raconta sa conversation avec Alexandre Dubois, les larmes, la générosité inattendue, la promesse de payer tous les frais médicaux. Lucas l'écouta en silence, ses yeux s'écarquillant de surprise et d'incrédulité. « Tu es sûre, maman, ce n'est pas un rêve, ton patron va vraiment payer pour mes soins ?» Marie-Claire hocha la tête, ses propres yeux s'humidifiant à nouveau au souvenir de ce moment de grâce. « Il m'a dit qu'il contacterait l'hôpital dès ce matin. Lucas, tu vas pouvoir bénéficier du meilleur traitement possible. Tu vas pouvoir te battre avec toutes les armes nécessaires. » Lucas resta silencieux pendant un long moment, digérant cette nouvelle inespérée. Puis, avec cette maturité que la maladie avait précocement développée en lui, il dit « Maman, cet homme, ton patron, il faut que je le rencontre. Je veux le remercier personnellement, et je veux lui promettre quelque chose. Que veux-tu lui promettre, mon fils? Que si je guéris, si je m'en sors, je consacrerai ma vie à aider les autres comme ils nous aident aujourd'hui. Je deviendrai médecin et j'aiderai tous ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. Ce sera ma façon de lui rendre ce qu'il nous donne. » Cette promesse, faite dans une chambre d'hôpital par un jeune homme qui luttait contre la mort, allait résonner bien au-delà des murs de l'établissement médical. Car à ce moment précis, dans son bureau situé au dernier étage d'une tour de verre dominant tout Paris, Alexandre Dubois sentait déjà qu'il venait de s'engager dans quelque chose qui dépassait largement un simple geste de charité. Il avait ouvert une porte qui était restée fermée trop longtemps et il ne savait pas encore vers où elle allait le mener. L'après-midi même, le docteur Philippe Moreau, chef du service d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis et l'un des cancérologues les plus réputés de France, recevait un appel qui allait bouleverser sa journée. Isabelle Moreau lui expliquait que M. Alexandre Dubois, le célèbre homme d'affaires, souhaitait financer intégralement les soins d'un de ses patients, Lucas Rousseau, et qu'il n'y avait aucune limite budgétaire. Le docteur Moreau, habitué aux patients fortunés mais rarement confronté à une telle générosité envers un inconnu, fut impressionné par cette démarche. « Madame Moreau, dit-il, j'ai rarement vu un cas de générosité aussi pure. D'habitude, quand des personnalités fortunées financent des soins, c'est pour leurs proches ou dans le cadre d'opérations médiatiques. Là, c'est différent. Dites à Monsieur Dubois que je m'occuperai personnellement du jeune Lucas et qu'il aura accès aux traitements les plus innovants disponibles en Europe. » Cette promesse du docteur Moreau n'était pas prise à la légère. Philippe Moreau était reconnu internationalement pour ses recherches sur les tumeurs cérébrales et ses protocoles thérapeutiques affichaient des taux de réussite supérieurs à la moyenne européenne. Quelques jours plus tard, Alexandre éprouvait le besoin de voir par lui-même l'effet de sa décision. Il se rendit discrètement à l'hôpital Saint-Louis, non pas par curiosité malsaine, mais par un sentiment nouveau qu'il avait du mal à identifier. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait posé un geste purement altruiste, et il voulait en mesurer les répercussions concrètes. Il trouva Marie-Claire au chevet de son fils, lisant à voix haute un roman de Victor Hugo que Lucas avait toujours aimé. La transformation de Marie-Claire était saisissante. La femme brisée qu'il avait trouvée en larmes dans son salon quelques jours plus tôt avait retrouvé une posture droite, un regard brillant d'espoir, et même un sourire qui illuminait tout son visage. Quant à Lucas, malgré la pâleur due au traitement commencé la veille, il dégageait une énergie et une détermination qui impressionnèrent immédiatement Alexandre. « Monsieur Dubois !» s'exclama Marie-Claire en le voyant apparaître dans l'encadrement de la porte. « Lucas, voici l'homme dont je t'ai parlé. » Lucas tenta de se redresser dans son lit, mais Alexandre l'en empêcha d'un geste bienveillant. « Restez couché, Lucas. Comment vous sentez-vous » Le jeune homme le regarda droit dans les yeux et Alexandre fut frappé par la maturité et la sincérité de ce regard. « Monsieur Dubois, je ne trouve pas les mots pour vous exprimer ma reconnaissance. Vous m'avez redonné espoir. Vous avez redonné le sourire à ma mère. Vous nous avez redonné un avenir. Mais je veux vous faire une promesse. » « Vous n'avez aucune promesse à me faire, Lucas, » répondit Alexandre, gêné par tant de gratitude. « Si j'en ai une, » insista le jeune homme. « Si je guéris, non, quand je guérirai, je deviendrai médecin comme je l'ai toujours rêvé. Mais je ne me contenterai pas d'exercer normalement.
je créerai une fondation pour aider tous les jeunes qui sont dans ma situation actuelle, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un ange gardien comme vous. Je transformerai votre générosité en une chaîne de solidarité qui n'aura pas de fin. » Ces mots touchèrent Alexandre plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Ce jeune homme, face à la maladie et à la mort, pensait déjà à aider les autres. Cette noblesse d'âme, cette capacité à transformer la souffrance en projet d'avenir le bouleversait. « Lucas, votre seule obligation est de guérir et de devenir l'homme que vous voulez être. Le reste, on verra plus tard. » Mais au fond de lui, Alexandre savait que quelque chose venait de changer définitivement dans sa vision de l'existence et de l'utilisation de sa fortune. Cette visite à l'hôpital marqua le début d'une transformation profonde chez Alexandre Dubois. De retour dans sa Rolls-Royce, tandis que Charles le ramenait vers sa mansion provençale, il observait la campagne française avec des yeux nouveaux. Les vignobles dorés par le soleil automnal, les petits villages perchés sur les collines, les cyprès élancés vers le ciel azur, tout lui semblait plus beau, plus chargé de sens qu'auparavant. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas au téléphone pendant ce trajet, ne consultait pas ses emails, ne réfléchissait pas à ses prochaines acquisitions immobilières. Il pensait à Lucas, à son courage face à l'adversité, à sa détermination à transformer son épreuve en force pour aider les autres. Il pensait à Marie-Claire, à ces 3 années où il l'avait côtoyée quotidiennement, sans jamais vraiment la voir, sans jamais s'intéresser à sa vie, à ses joies, à ses peines. Combien d'autres personnes dans son entourage professionnel traversaient-elles des épreuves similaires, sans qu'il s'en rende compte? Combien de drames silencieux se jouaient-ils autour de lui pendant qu'il était obsédé par l'accumulation de richesses toujours plus importantes? Arrivé chez lui, Alexandre se dirigea directement vers son bureau, une pièce immense aux murs couverts de livres rares et de trophées professionnels, dominée par un bureau d'époque empire en acajou massif. Mais cette fois, au lieu d'ouvrir ses dossiers financiers habituels, il sortit un carnet vierge et commença à écrire. Il nota d'abord ses réflexions sur cette expérience avec Marie-Claire et Lucas, puis ses interrogations sur le sens de sa vie et l'utilisation de sa fortune. Peu à peu, une idée commençait à germer dans son esprit, une idée qui allait bouleverser non seulement sa propre existence, mais aussi celle de centaines d'autres personnes. Pendant ce temps, à l'hôpital Saint-Louis, Lucas commençait son protocole de chimiothérapie intensive. Le docteur Moreau avait mis en place un traitement combinant les dernières innovations thérapeutiques, immunothérapie ciblée, radiothérapie de précision et un médicament expérimental développé aux États-Unis qui n'était disponible qu'en usage compassionnel. Le coût de ce protocole s'élevait effectivement à plusieurs centaines de milliers d'euros, une somme astronomique que seuls les plus fortunés pouvaient se permettre, ou dans ce cas précis, que la générosité d'Alexandre Dubois rendait accessible. Marie-Claire avait pris un congé sans solde pour être auprès de son fils pendant cette période cruciale, mais Alexandre avait insisté pour continuer à lui verser son salaire intégral. « Votre place est auprès de Lucas en ce moment », lui avait-il dit lors de leur dernière conversation téléphonique. « La maison peut attendre. Votre fils, lui, a besoin de vous maintenant. » Cette générosité supplémentaire avait encore ému Marie-Claire aux larmes, renforçant sa conviction qu'elle avait affaire à un homme exceptionnel caché derrière la façade du businessman impitoyable. 3 semaines après le début du traitement, Alexandre recevait les premiers rapports médicaux. Les nouvelles étaient encourageantes. La tumeur semblait répondre favorablement à la combinaison thérapeutique et sa progression s'était considérablement ralentie. Le docteur Moreau parlait même d'une légère régression dans certaines zones, un résultat qu'il qualifiait de très prometteur, compte tenu de l'agressivité initiale de la maladie. Ces nouvelles remplissaient Alexandre d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, une satisfaction profonde qui n'avait rien à voir avec ses succès financiers habituels. Mais cette histoire allait prendre une tournure inattendue qui bouleverserait encore davantage l'existence d'Alexandre. Un matin, alors qu'il consultait ses emails dans son bureau, il reçut un message de Marie-Claire qui lui demandait s'il pouvait passer à l'hôpital quand il en aurait le temps. Le ton du message était différent, plus mystérieux que d'habitude, et quelque chose dans la formulation inquiéta légèrement Alexandre. Avait-il eu une complication dans l'état de Lucas? Les traitements ne fonctionnaient-ils plus aussi bien qu'espéré? Il se rendit à l'hôpital l'après-midi même, son cœur battant un peu plus fort qu'à l'accoutumée. Dans l'ascenseur qui l'amenait au service d'oncologie, il réalisait à quel point il s'était attaché à ce jeune homme, qu'il connaissait à peine quelques semaines plus tôt. Lucas était devenu bien plus qu'un bénéficiaire de sa charité.
Il était devenu une source d'inspiration, un rappel constant que la vie avait un sens au-delà de l'accumulation de richesses matérielles. Il trouva Marie-Claire et Lucas en compagnie d'un homme âgé d'une 60aine d'années, aux cheveux gris argentés et au regard perçant, vêtu d'un costume élégant mais sobre. L'inconnu se leva à son arrivée et lui tendit la main avec un sourire chaleureux. « Monsieur Dubois, je présume. Je suis Henri Beaumont et j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Alexandre serra la main tendue, intrigué par la présence de cet homme et par l'atmosphère particulière qui régnait dans la chambre. « Monsieur Dubois, » commença Marie-Claire visiblement émue, « il faut que je vous avoue quelque chose que j'aurais dû vous dire depuis longtemps, mais que je n'ai jamais osé révéler. » Alexandre sentit une inquiétude monter en lui. Qu'allait-elle lui annoncer? Avait-elle menti sur quelque chose? Sur l'état de Lucas? Sur sa situation financière? Henri Beaumont est le père de Lucas, et il est également votre demi-frère. Le monde sembla s'arrêter autour d'Alexandre. Il regarda successivement Marie-Claire, Lucas, puis Henri Beaumont, cherchant à comprendre le sens de ces paroles qui lui paraissaient irréelles. « Mon demi-frère » répéta-t-il d'une voix blanche. « Comment est-ce possible? Mon père n'a jamais eu d'autre enfant que moi. » Henri Beaumont s'avança légèrement, son expression mêlant gravité et émotion contenue. « Alexandre, notre père Jean-Pierre Dubois, a eu une liaison avec ma mère, Claudette Beaumont, en 1962. J'ai 63 ans, tu en as 42. Je suis ton aîné de 21 ans. » Alexandre s'effondra dans le fauteuil près du lit de Lucas, le choc de cette révélation le laissant momentanément sans voix. Il repensait à son père, Jean-Pierre Dubois, cet homme strict et rigide qui lui avait toujours prêché la morale et les valeurs familiales traditionnelles. L'idée qu'il ait pu avoir une liaison extra-conjugale et un fils caché remettait en question tout ce qu'Alexandre croyait savoir sur sa famille et son héritage. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela ?» demanda-t-il finalement, sa voix tremblant légèrement. « Parce que votre père m'avait fait promettre de ne jamais vous révéler l'existence d'Henri, » répondit Marie-Claire, les larmes aux yeux. « Il m'avait engagé en sachant qui j'étais, en sachant que Lucas était son petit-fils. Il subvenait discrètement à nos besoins, mais il m'avait fait jurer de garder le secret tant qu'il vivrait. Quand il est décédé, il y a 5 ans, j'ai voulu vous parler, mais comment avouer quelque chose d'aussi énorme à quelqu'un qu'on connaît à peine? Comment expliquer qu'on a vécu dans le mensonge pendant des années ?» Henri Beaumont prit la parole, sa voix grave et empreinte d'émotion. « Alexandre, j'ai longtemps hésité à te contacter après la mort de notre père. J'ai respecté sa volonté de garder notre existence secrète, même si cela m'a toujours fait souffrir. Tu es mon petit frère, et j'ai regardé de loin tes succès, ta réussite extraordinaire, en étant fier de toi, mais aussi frustré de ne pouvoir partager ces moments avec toi. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Quand Marie-Claire m'a raconté ta générosité envers Lucas, j'ai su qu'il était temps de te dire la vérité. Tu as sauvé ton propre neveu sans le savoir. » Lucas, qui avait écouté cet échange en silence, prit finalement la parole. « Oncle Alexandre, » dit-il avec un sourire fragile mais sincère, « j'ai toujours rêvé d'avoir une vraie famille. Maman m'avait parlé de toi, de ton existence, mais je n'osais pas espérer qu'un jour je pourrais te connaître vraiment. Et maintenant, non seulement je te connais, mais tu m'as littéralement sauvé la vie. C'est comme un conte de fées, mais en vrai. » Alexandre regardait ce jeune homme qui était son neveu, cet homme mûr qui était son frère, cette femme qui avait porté ce secret pendant des années pour protéger la mémoire de son père. Une colère sourde montait en lui contre Jean-Pierre Dubois, cet homme qu'il avait admiré et respecté toute sa vie, mais qui lui avait caché l'existence d'une partie entière de sa famille. En même temps, une joie immense l'envahissait à l'idée qu'il n'était plus seul au monde, qu'il avait une famille, des liens de sang avec des personnes remarquables qu'il était en train d'apprendre à connaître. « Henri, » dit-il finalement, « raconte-moi tout. Comment as-tu grandi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment notre père, comment s'est-il comporté avec toi ?» Henri sourit tristement. « J'ai été élevé par ma mère seule, jusqu'à l'âge de 10 ans. Puis Jean-Pierre a commencé à nous aider financièrement, discrètement. Il me rendait visite de temps en temps, m'emmenait en voyage parfois, mais toujours dans le secret le plus absolu. Il m'a payé mes études d'ingénieur et j'ai fait carrière dans l'aéronautique. J'ai travaillé pour Airbus pendant 30 ans avant de prendre ma retraite l'année dernière. Et tu as fondé ta propre famille ?» Henri hocha la tête. « J'ai été marié 20 ans avec une femme merveilleuse, Sylvie, mais nous n'avons pas pu avoir d'enfant. Quand elle est décédée d'un cancer il y a 10 ans, j'ai pensé que je finirais mes jours seul.
Puis Marie-Claire est entrée dans ma vie avec Lucas, et ils m'ont redonné goût à l'existence. Nous nous sommes mariés il y a 5 ans, quelques mois après la mort de notre père. Alexandre découvrait ainsi que Marie-Claire était non seulement la mère de son neveu, mais également sa belle-sœur, épouse de ce frère dont il ignorait l'existence jusqu'à ce jour. Cette révélation expliquait tant de choses. La discrétion particulière de Marie-Claire, sa connaissance parfaite des goûts et des habitudes de la famille Dubois, sa façon de s'occuper de la maison, comme si elle en connaissait tous les secrets. Elle connaissait effectivement tous les secrets, ayant été dans la confidence de Jean-Pierre Dubois pendant des années, ayant été choisie par lui précisément parce qu'elle faisait partie de la famille cachée qu'il entretenait parallèlement à sa vie officielle. « Marie-Claire, dit Alexandre, je comprends maintenant pourquoi vous étiez si discrète, si parfaite dans votre travail. Vous n'étiez pas seulement ma femme de ménage. Vous êtes ma belle-sœur. » Marie-Claire sourit à travers ses larmes. « Cela a été si difficile de maintenir cette distance, de faire semblant de ne pas vous connaître vraiment. Votre père m'avait fait promettre, et Henri et moi avons respecté sa volonté même après sa mort. Mais quand Lucas est tombé malade, quand j'ai vu votre générosité naturelle, j'ai su que nous ne pouvions plus continuer à vivre dans le mensonge. » Alexandre se leva et commença à faire les 100 pas dans la chambre d'hôpital, essayant de digérer toutes ces informations. Sa vie venait de basculer complètement. En l'espace de quelques minutes, il avait découvert qu'il avait un frère, une belle-sœur, un neveu, et que sa perception de son père était complètement erronée. Pourquoi notre père a-t-il gardé le secret si longtemps? Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de vous? Demanda-t-il à Henri. Je pense qu'il avait honte, répondit Henri avec une tristesse profonde. Honte d'avoir trompé sa femme, ta mère, honte d'avoir eu un enfant illégitime à une époque où c'était encore très mal vu socialement. Il était un homme de cette génération qui privilégiait les apparences et la respectabilité avant tout. Il m'aimait à sa façon, j'en suis sûr, mais il n'a jamais eu le courage d'assumer publiquement mon existence. Henri marqua une pause, puis ajouta « Il parlait souvent de toi, tu sais. Il était très fier de ta réussite, de ton intelligence, de ta détermination. Tu étais son fils officiel, légitime, celui qui porterait le nom de famille vers les sommets. » Cette explication blessa Alexandre plus qu'elle ne l'apaisa. Il réalisait que son père avait mené une double vie pendant des décennies, aimant 2 familles mais n'en assumant qu'une seule publiquement. Cette découverte remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour, la famille, la loyauté. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Que faisons-nous de cette situation? Comment rattrapons-nous toutes ces années perdues ?» Lucas, malgré sa fatigue due au traitement, prit la parole avec une sagesse qui impressionna encore Alexandre. « Oncle Alexandre, nous ne pouvons pas rattraper le passé, mais nous pouvons construire l'avenir. Tu as déjà fait plus pour moi que je n'aurais jamais osé l'espérer. Maintenant, si tu veux bien de nous, nous aimerions apprendre à nous connaître vraiment en tant que famille. » Ces mots simples mais profonds touchèrent Alexandre au cœur. Ce jeune homme, face à la maladie, pensait encore aux autres, à la réconciliation, à l'avenir plutôt qu'aux rancœurs du passé. Alexandre prit une décision qui allait encore changer sa vie. « Henri, Marie-Claire, Lucas, j'aimerais que vous veniez vivre avec moi, au château de Belmont. La propriété est immense. Il y a largement la place pour tout le monde. Lucas pourra poursuivre ses traitements à Paris tout en ayant un environnement calme et sain pour sa convalescence. Et nous pourrons enfin apprendre à vivre comme une vraie famille. » Cette proposition surprit tout le monde, y compris Alexandre lui-même. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle lui semblait parfaitement naturelle et évidente. Henri et Marie-Claire se regardèrent, émus par cette générosité qui dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. « Alexandre, dit Henri, c'est très généreux de ta part, mais nous ne voulons pas abuser de ta bonté. Tu nous as déjà tellement donné. »« Vous ne comprenez pas, répondit Alexandre avec un sourire qu'il n'avait pas eu depuis des années. C'est moi qui ai besoin de vous. J'ai vécu seul dans cette immense maison pendant des années, obsédé par le travail et l'argent, sans vraiment comprendre le sens de l'existence. Vous m'offrez quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce que je possède. Une famille, des liens authentiques, des relations basées sur l'amour plutôt que sur l'intérêt. » Cette décision marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie d'Alexandre Dubois. Pour la première fois, le château de Belmont allait résonner de voix humaines, de conversations, de rires et peut-être même de disputes familiales normales. Cette perspective l'enthousiasmait plus que tous ses projets immobiliers les plus ambitieux. Il commençait à comprendre que la vraie richesse
n'était pas celle qu'on accumule dans des comptes bancaires, mais celle qu'on partage avec ceux qu'on aime. Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs de cette nouvelle vie commune. Alexandre fit aménager une suite complète pour Henri et Marie-Claire dans l'aile est du château, avec vue sur les jardins et un accès direct à la bibliothèque qu'Henri, grand amateur de littérature classique, avait admiré lors de sa première visite. Pour Lucas, il fit installer une chambre médicalisée au rez-de-chaussée, équipée de tout le matériel nécessaire pour ses soins, ainsi qu'un espace de travail où le jeune homme pourrait reprendre ses études de médecine dès qu'il se sentirait assez fort. Mais au-delà des aménagements matériels, c'était toute l'atmosphère de la demeure qui était en train de changer. Les domestiques, habitués au silence monacal qui régnait habituellement dans la propriété, s'adaptaient progressivement à cette nouvelle dynamique familiale. Charles, le chauffeur, ne dissimulait pas sa joie de voir son patron enfin entouré et visiblement plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Un matin, alors qu'Alexandre prenait son petit déjeuner sur la terrasse face au vignoble doré par le soleil automnal, Henri vint le rejoindre avec 2 tasses de café fumant. « Tu sais, Alexandre, j'ai réfléchi à ce que tu nous as dit l'autre jour à propos de donner un sens à ta fortune. » Alexandre leva les yeux vers son frère aîné, intrigué par ce préambule. « J'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu si nous créions ensemble une fondation pour aider les jeunes atteints de cancer qui n'ont pas les moyens de se soigner ?» Cette suggestion correspondait exactement à ce qu'Alexandre avait commencé à envisager depuis sa rencontre avec Lucas. « J'y pense depuis des semaines, avoua-t-il. Mais je ne savais pas comment m'y prendre concrètement. Avec ton expérience et tes contacts dans le monde médical, et avec tes ressources financières et ton réseau d'affaires, compléta Henri, nous pourrions créer quelque chose de vraiment significatif. Pas seulement une fondation de plus qui distribue des chèques, mais une structure qui révolutionne l'accès aux soins pour les jeunes cancéreux en France et pourquoi pas en Europe. Cette conversation marqua la naissance de ce qui allait devenir la Fondation Dubois-Beaumont, une organisation qui bouleverserait le paysage de l'aide médicale en France. Mais avant d'en arriver là, il restait le défi le plus important, la guérison de Lucas. Car malgré tous les moyens mis en œuvre, malgré l'optimisme du docteur Moreau, la bataille contre le cancer restait incertaine et semée d'embûches. Si cette suite vous passionne et que vous voulez connaître la résolution de cette histoire touchante, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et dites-moi en commentaire, êtes-vous surpris par ces révélations familiales? Que pensez-vous de cette transformation d'Alexandre? 2 mois s'étaient écoulés depuis l'installation de la famille au château de Belmont et les résultats du traitement de Lucas dépassaient toutes les espérances. Le docteur Moreau avait confirmé une rémission partielle remarquable lors du dernier bilan. La tumeur avait diminué de 60% et les métastases détectées initialement avaient complètement disparu. Cette nouvelle avait plongé toute la famille dans une joie indescriptible. Mais Lucas restait prudent, sachant que le cancer était un adversaire sournois qui pouvait revenir à tout moment. Alexandre avait organisé une petite fête dans les jardins du château pour célébrer ces résultats encourageants. Pour la première fois depuis des années, la propriété résonnait de rires et de conversations joyeuses. Henri avait invité quelques amis proches. Marie-Claire avait préparé un buffet somptueux avec l'aide du chef cuisinier de la propriété, et Lucas, malgré sa fatigue, rayonnait de bonheur au centre de cette attention familiale qui lui avait tant manqué pendant ses années d'études solitaires. Pendant cette soirée, Alexandre fit une rencontre qui allait encore bouleverser sa vie. Parmi les invités d'Henri se trouvait Dr Camille Roussel, une oncologue pédiatrique de renommée internationale, âgée de 38 ans, aux cheveux auburn et aux yeux verts pétillants d'intelligence. Elle dirigeait un service à l'hôpital Necker et était également impliquée dans plusieurs associations caritatives médicales. Henri l'avait rencontrée lors d'une conférence sur les cancers juvéniles et l'avait invitée en pensant qu'elle pourrait être une alliée précieuse pour le projet de fondation. « Docteur Roussel », dit Alexandre en lui serrant la main, « Henri m'a dit que vous travaillez sur des protocoles innovants pour les jeunes patients atteints de cancer. » Camille sourit et Alexandre fut immédiatement frappé par la chaleur et l'intelligence qui émanaient de cette femme. En effet, nous développons des thérapies personnalisées basées sur le profil génétique de chaque tumeur. C'est l'avenir de la cancérologie, mais malheureusement, ces traitements coûtent une fortune et ne sont pas accessibles à tous les patients qui pourraient en bénéficier. Cette conversation se prolongea pendant des heures. Alexandre découvrait une femme passionnée par son métier, engagée corps et âme dans la lutte contre le cancer pédiatrique
mais aussi frustrée par les limites imposées par le système de santé actuel. Vous savez, monsieur Dubois, j'ai des projets de recherche qui pourraient révolutionner la prise en charge des cancers chez l'enfant et l'adolescent, mais je n'arrive pas à trouver les financements nécessaires. Les laboratoires pharmaceutiques ne s'intéressent qu'au marché rentable et les subventions publiques sont insuffisantes. Alexandre sentit son cœur s'emballer, pas seulement à cause de l'attrait évident qu'il éprouvait pour cette femme remarquable, mais aussi parce qu'il entrevoyait une opportunité extraordinaire de donner un sens concret à sa fortune. Docteur Roussel, Camille, si je puis me permettre, et si nous parlions de ces projets plus en détail, je pense que nous pourrions trouver des solutions ensemble. L'échange de prénoms marquait déjà une familiarité naissante qui n'échappa ni à Henri ni à Marie-Claire, observant de loin cette rencontre avec un sourire complice. Les jours suivants, Camille devint une visiteuse régulière du château. Officiellement, elle venait consulter Alexandre et Henri sur la création de la fondation médicale, apportant son expertise scientifique au projet. Officieusement, elle et Alexandre passaient de longues heures à discuter, à débattre, à partager leurs visions respectives de l'aide humanitaire et de l'engagement social. Ces conversations révélaient chez Alexandre une facette de sa personnalité qu'il avait longtemps négligée. Sa capacité d'empathie et son désir profond de contribuer au bien-être d'autrui. Un soir, alors qu'il se promenait dans les jardins illuminés par les étoiles, Camille confia à Alexandre ses propres démons personnels. « Tu sais, j'ai perdu ma petite sœur d'une leucémie quand j'avais 20 ans. Elle en avait 8. C'est cet événement qui m'a poussé vers la médecine, puis vers l'oncologie pédiatrique. Chaque enfant que je soigne, c'est un peu ma sœur Sophie que j'essaie de sauver. » Cette confidence bouleversa Alexandre, qui comprenait maintenant l'origine de la passion dévorante de Camille pour son métier. « Moi aussi j'ai vécu dans l'obsession », avoua-t-il à son tour. Mais c'était l'obsession de l'argent, du succès financier. Je pensais que plus j'accumulais de richesses, plus j'aurais de pouvoir sur ma vie et celle des autres. En réalité, je me suis enfermé dans une prison dorée, coupé des vraies relations humaines, incapable d'aimer ou d'être aimé authentiquement. Cette confession créa entre eux une intimité nouvelle, une complicité basée sur la sincérité et la vulnérabilité partagée. Cette relation naissante entre Alexandre et Camille donna une impulsion supplémentaire au projet de fondation. Ensemble, ils élaborèrent un plan ambitieux. La fondation Dubois-Beaumont ne se contenterait pas de financer des traitements individuels, mais développerait ses propres centres de recherche et de soins, dotés des technologies les plus avancées et accessibles gratuitement à tous les jeunes patients, quelle que soit leur situation financière. Le premier centre pilote serait installé dans une aile rénovée du château, transformée en clinique ultramoderne, spécialisée dans les cancers juvéniles. Alexandre investit personnellement 50 millions d'euros dans ce projet, une somme considérable même pour lui, mais qui représentait son engagement total dans cette nouvelle mission de vie. « Si nous voulons révolutionner les soins oncologiques pour les jeunes, expliquait-il à Henri et Camille, nous devons voir grand dès le départ et montrer que l'excellence médicale peut être accessible à tous. » Pendant que ces projets grandioses prenaient forme, la vie quotidienne au château s'organisait autour de nouvelles routines familiales. Lucas, dont l'état s'améliorait de jour en jour, avait repris ses études de médecine par correspondance et préparait activement son retour à l'université pour le semestre suivant. Son rêve de devenir chirurgien semblait redevenir réalisable, et cette perspective le motivait énormément dans sa lutte contre la maladie. Henri, de son côté, s'épanouissait dans son nouveau rôle de frère retrouvé et de bras droit d'Alexandre. Ses compétences d'ingénieur s'avéraient précieuses pour la conception technique du centre de soins, et son expérience professionnelle l'aidait à gérer les aspects logistiques complexes du projet. La relation entre les deux frères se renforçait chaque jour, comblant partiellement le vide laissé par toutes ces années de séparation imposées. Marie-Claire, libérée du secret qu'elle portait depuis si longtemps, rayonnait d'un bonheur nouveau. Elle avait officiellement quitté ses fonctions de femme de ménage pour devenir la gestionnaire des affaires domestiques du château, un poste qui correspondait mieux à son nouveau statut de belle-sœur d'Alexandre. Mais, plus que ses considérations matérielles, c'était la joie de voir sa famille enfin réunie et son fils en voie de guérison qui illuminait ses journées. Cependant, cette période de bonheur relatif allait bientôt être troublée par un événement inattendu qui remettrait en question tous leurs projets. Un matin de décembre, alors que la Provence se parait de ses couleurs hivernales, Alexandre reçut la visite surprise de Maître Bertrand, le notaire de famille,
qui avait géré les affaires de Jean-Pierre Dubois. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années et d'ordinaire très posé, semblait particulièrement agité. « Monsieur Dubois, j'ai une nouvelle qui va vous surprendre », annonça-t-il après les politesses d'usage. « En procédant au classement définitif des archives de votre père, j'ai découvert un testament holographe daté de quelques semaines avant sa mort. Un testament qui modifie substantiellement les dispositions testamentaires que nous connaissions. » Alexandre sentit un frisson d'inquiétude parcourir son échine. Qu'est-ce que son père avait encore manigancé dans l'ombre? Maître Bertrand sortit de sa serviette un document manuscrit de plusieurs pages, rédigé de l'écriture caractéristique de Jean-Pierre Dubois. Votre père lègue la moitié de sa fortune personnelle à Henri Beaumont, reconnaissant ainsi officiellement sa paternité et exprimant ses regrets pour les années de secret imposées. Il demande également pardon à vous deux pour avoir maintenu cette situation et exprime l'espoir que vous puissiez un jour vous rencontrer et former une vraie famille. Cette révélation posthume laissa Alexandre sans voix. Non seulement son père avait reconnu Henri dans son testament, mais il lui léguait une fortune considérable, près d'1,5 milliard d'euros. Cette somme ajoutée aux ressources d'Alexandre ferait de la famille Dubois-Beaumont l'une des dynasties les plus riches de France, avec un potentiel philanthropique considérable. Il y a autre chose, continua le notaire. Votre père a également prévu un legs de 100 millions d'euros spécifiquement destiné à la création d'une fondation médicale pour les enfants malades. Il semblerait qu'il ait eu connaissance de la maladie de Lucas et qu'il ait voulu contribuer à sa manière à la lutte contre ce fléau. Cette dernière révélation émut profondément Alexandre. Même dans la mort, Jean-Pierre Dubois continuait à surprendre ses fils et à influencer leur destinée. Henri, appelé d'urgence par Alexandre, arriva au château dans l'après-midi, accompagné de Marie-Claire et Lucas. La lecture officielle du testament se déroula dans la bibliothèque, en présence de toute la famille, et de Camille, qui était devenue une confidente privilégiée d'Alexandre. L'émotion était palpable quand Maître Bertrand lut les dernières volontés de Jean-Pierre Dubois, ses excuses posthumes et ses espoirs de réconciliation familiale. « Mes chers fils, avait écrit Jean-Pierre, si vous lisez ces lignes, c'est que j'ai enfin trouvé le courage, dans la mort, de faire ce que je n'ai jamais osé faire de mon vivant, vous réunir et réparer mes erreurs. Alexandre, tu as été le fils exemplaire que j'ai toujours voulu avoir, mais j'ai eu tort de te cacher l'existence de ton frère. Henri, tu as été le fils patient et discret que les circonstances m'ont imposé, mais tu méritais mieux que cette existence dans l'ombre. Ensemble, vous avez les moyens de faire de grandes choses pour l'humanité. Utilisez cet héritage pour aider ceux qui en ont besoin, et pardonnez à un père imparfait qui vous a aimés tous les deux à sa façon. » Cette lettre posthume provoqua des larmes chez tous les présents. Même Camille, pourtant habituée à côtoyer la mort et la souffrance dans son métier, fut émue par cette confession d'outre-tombe d'un homme qui avait porté le poids de ses secrets jusqu'à son dernier souffle. Henri et Alexandre se regardèrent longuement, puis s'embrassèrent spontanément, scellant définitivement leur réconciliation fraternelle sous les yeux attendris de leurs proches. Cette nouvelle donne financière transformait complètement l'ampleur de leur projet philanthropique. Avec près de 5 milliards d'euros à leur disposition, ils pouvaient envisager de créer non pas un simple centre de soins, mais un véritable réseau de cliniques spécialisées à travers l'Europe. « Papa nous a donné les moyens de révolutionner la médecine oncologique pédiatrique », déclara Alexandre, encore sous le choc de ces révélations. Ne décevons pas ses attentes. Les mois suivants furent consacrés à l'élaboration d'un plan d'action ambitieux. Henri prit officiellement la direction exécutive de la Fondation Dubois-Beaumont, Alexandre en devint le président du conseil d'administration et Camille accepta le poste de directrice médicale. Lucas, dont l'état continuait à s'améliorer spectaculairement, fut nommé ambassadeur de la Fondation, témoignant de l'espoir que pouvait représenter l'accès aux meilleurs soins pour tous les jeunes malades. Le premier centre de la Fondation ouvrit ses portes 6 mois plus tard dans l'aile rénovée du château de Belmont. Cette clinique de 20 lits, équipée des technologies médicales les plus avancées au monde, accueillait gratuitement les jeunes patients atteints de cancers rares ou résistants aux traitements conventionnels. L'inauguration, en présence du ministre de la Santé et de nombreuses personnalités du monde médical, marquait le début d'une nouvelle ère dans la prise en charge des cancers juvéniles en France. Mais au-delà du succès médiatique et des retombées positives de cette initiative, c'était surtout la transformation personnelle d'Alexandre qui impressionnait tous ceux qui l'avaient connu avant cette période.
L'homme d'affaires impitoyable et solitaire avait laissé place à un philanthrope engagé, un frère aimant, un oncle attentionné et un homme amoureux. Car la relation entre Alexandre et Camille avait naturellement évolué de la collaboration professionnelle vers une véritable histoire d'amour. Cette femme exceptionnelle avait réveillé chez lui des sentiments qu'il croyait avoir perdus à jamais et lui avait fait découvrir une forme de bonheur qu'aucune richesse matérielle ne pouvait procurer. Camille, de son côté, admirait la sincérité de la transformation d'Alexandre et sa capacité à remettre en question toute sa vision de l'existence pour embrasser une cause qui les dépassait tous les deux. Un an jour pour jour, après cette soirée, où Alexandre avait découvert Marie-Claire en larmes dans son salon, il organisait une grande fête au château pour célébrer plusieurs événements heureux simultanément. Lucas était officiellement déclaré en rémission complète et reprenait ses études de médecine avec mention. Henri et Marie-Claire renouvelaient leurs vœux de mariage dans la chapelle privée du domaine et Alexandre annonçait ses fiançailles avec Camille, devant une assemblée d'amis et de membres de la famille élargie qui s'était constituée au fil des mois. Cette soirée de fête contrastait totalement avec l'atmosphère lugubre qui régnait habituellement au château avant l'arrivée de cette nouvelle famille. Les jardins résonnaient de musique et de rires, les salons accueillaient des conversations passionnées entre médecins, chercheurs et philanthropes venus de toute l'Europe et une atmosphère de joie communicative régnait sur l'ensemble de la propriété. Pendant cette soirée mémorable, Lucas prit la parole pour remercier son oncle et exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l'avaient soutenu pendant sa maladie. Il y a un an, j'étais un jeune homme condamné par un cancer agressif, sans moyens pour me soigner correctement, et ma mère pleurait en silence en nettoyant les cheminées d'une maison qui nous semblait inaccessible. Aujourd'hui, je suis guéri, j'ai une famille unie, et j'appartiens à une fondation qui va sauver des milliers de vies. Cette transformation miraculeuse, nous la devons à la générosité et à l'amour de mon oncle Alexandre, mais aussi à la preuve que les miracles existent quand l'humanité se révèle dans toute sa splendeur. Ces mots résumaient parfaitement l'extraordinaire chaîne d'événements qui avait bouleversé la vie de tous ces personnages. Une simple scène de larmes dans un salon avait déclenché une série de révélations et de transformations qui avaient non seulement sauvé une vie, mais aussi révélé des liens familiaux cachés, créé une histoire d'amour authentique et donné naissance à une œuvre philanthropique d'envergure internationale. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée mémorable et la Fondation du Bois Beaumont était devenue une référence internationale dans la lutte contre les cancers pédiatriques. 12 centres avaient ouvert leurs portes à travers l'Europe, sauvant déjà plus de 3000 jeunes vies et offrant l'espoir à des milliers de familles qui se trouvaient dans la même situation désespérée que Marie-Claire quelques années plus tôt. Les protocoles révolutionnaires développés par Camille et son équipe avaient fait progresser la science médicale de façon spectaculaire, réduisant la mortalité des cancers juvéniles de 40% en Europe. Alexandre et Camille s'étaient mariés dans l'intimité familiale 2 ans plus tôt, dans la chapelle du château face au vignoble doré de Provence. Cette union avait scellé non seulement leur amour personnel, mais aussi leur engagement commun envers leur mission humanitaire. Camille était enceinte de 8 mois de leur premier enfant, une petite fille qu'ils avaient décidé de prénommer Sophie, en hommage à la sœur décédée de Camille et pour symboliser l'espoir qui renaît après la tragédie. Lucas, quant à lui, achevait brillamment ses études de médecine et se spécialisait en chirurgie oncologique sous la direction des meilleurs maîtres européens. Sa propre expérience de la maladie faisait de lui un médecin d'une empathie exceptionnelle, capable de comprendre et rassurer les jeunes patients comme peu de praticiens savent le faire. Il était devenu le visage médiatique de la Fondation, témoignant inlassablement de l'espoir que pouvaient représenter les soins accessibles à tous. Mais ce matin de printemps allait réserver une dernière surprise à Alexandre, une surprise qui viendrait boucler parfaitement cette incroyable saga familiale. Alors qu'il prenait son petit déjeuner sur la terrasse du château en compagnie de Camille, admirant les jardins en fleurs où jouaient déjà quelques jeunes patients en convalescence, Charles, le fidèle chauffeur, vint lui annoncer qu'une visiteuse inattendue souhaitait le rencontrer. « Monsieur, il y a une dame âgée qui insiste pour vous voir. Elle dit s'appeler Claudette Beaumont et prétend être votre grand-mère. » Alexandre faillit s'étouffer avec son café. Claudette Beaumont, la mère d'Henri. Mais Henri lui avait dit qu'elle était décédée depuis longtemps. Il se précipita vers l'entrée principale, suivi de près par Camille malgré son état avancé de grossesse, et découvrit sur le perron
Une femme de 80 ans, élégante malgré son grand âge, aux yeux verts perçants qui lui rappelaient immédiatement ceux de son frère Henri. « Alexandre, dit-elle d'une voix encore ferme malgré les années, je suis Claudette Beaumont, la mère d'Henri et votre grand-mère. Je sais que Henri vous a dit que j'étais morte, mais c'était pour vous protéger d'une vérité encore plus compliquée que celle que vous avez déjà découverte. » Alexandre resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Comment cette femme pouvait-elle être vivante alors qu'Henri lui avait formellement affirmé le contraire? Claudette sourit avec une tendresse qui rappelait étrangement celle de Marie-Claire. « Mon cher petit-fils, j'ai 80 ans et je ne pouvais pas mourir sans vous avoir rencontré et sans vous avoir dit la vérité sur votre famille. Puis-je entrer? Ce que j'ai à vous révéler nécessite un certain temps et beaucoup de compréhension de votre part. » Alexandre, encore sous le choc, l'invita à s'asseoir dans le salon principal, celui-là même où il avait découvert Marie-Claire en larmes 3 ans plus tôt et où tout avait commencé. Henri et Marie-Claire, prévenus par téléphone, arrivèrent en urgence du centre médical où ils supervisaient l'installation de nouveaux équipements. En voyant sa mère assise tranquillement dans le salon d'Alexandre, Henri blêmit et dut s'appuyer sur le dossier d'un fauteuil pour ne pas perdre l'équilibre. « Maman? Mais comment? Pourquoi? Je croyais que j'avais décidé de disparaître de vos vies pour vous éviter de nouvelles complications, » compléta Claudette avec un sourire triste. « C'est exactement ce que j'ai fait, mon fils. Mais aujourd'hui, les circonstances ont changé. » Claudette Beaumont commença alors à dévoiler le dernier secret de cette famille aux révélations multiples. « Mes chers enfants, votre père Jean-Pierre n'était pas seulement un homme d'affaires prospère ayant eu une liaison extra-conjugale. Il était également mon mari. » Le silence qui suivit cette déclaration fut si profond qu'on aurait pu entendre voler une mouche dans l'immense salon. Alexandre et Henri se regardèrent complètement perdus. Comment leur père pouvait-il avoir été marié à 2 femmes simultanément? Jean-Pierre m'avait épousé en 1958, 4 ans avant la naissance d'Henri, continua Claudette d'une voix posée malgré l'énormité de ce qu'elle révélait. Mais nos familles respectives étaient opposées à cette union pour des raisons financières et sociales complexes. Nous avons donc décidé de garder notre mariage secret pendant quelques années, le temps que les tensions familiales s'apaisent. C'est pendant cette période qu'Henri est né. Elle marqua une pause, cherchant ses mots pour expliquer la suite de cette histoire incroyable. En 1963, sous la pression de sa famille, qui menaçait de le déshériter s'il n'épousait pas une femme de leur milieu, Jean-Pierre a accepté de se fiancer avec votre mère, Alexandre. Mais pour cela, il fallait que notre mariage disparaisse officiellement. Nous avons donc organisé ma mort fictive. Cette révélation provoqua un nouveau choc chez les auditeurs. Claudette avait simulé sa propre mort pour permettre à Jean-Pierre d'épouser la mère d'Alexandre et de préserver son héritage familial. « J'ai vécu sous une fausse identité pendant plus de 50 ans, poursuivit Claudette. Jean-Pierre subvenait à mes besoins et à ceux d'Henri, mais officiellement je n'existais plus. Quand Henri s'est marié avec Marie-Claire, j'ai continué à maintenir cette fiction pour ne pas compliquer davantage votre situation familiale déjà complexe. Mais aujourd'hui, à mon âge, et voyant tout le bien que vous faites ensemble, j'ai décidé qu'il était temps de révéler la vérité. » Henri avait les larmes aux yeux. « Maman, tu as sacrifié 50 ans de ta vie, tu as renoncé à exister officiellement, juste pour préserver l'équilibre familial de papa ?» Claudette hocha la tête avec un sourire empreint d'une tristesse profonde. « Mon fils, à l'époque, les conventions sociales étaient différentes. Une femme faisait passer sa famille avant tout, même avant sa propre existence. Et puis j'aimais Jean-Pierre au point d'accepter ce sacrifice si cela pouvait lui éviter de perdre sa fortune et permettre à ses enfants d'avoir une vie meilleure. » Alexandre était complètement bouleversé par cette révélation. Non seulement il découvrait que son père avait été bigame de facto pendant des décennies, mais il réalisait aussi que cette femme extraordinaire avait sacrifié toute sa vie sociale, son identité même, pour préserver l'harmonie familiale. « Grand-mère Claudette, dit-il finalement, utilisant ce titre pour la première fois, vous avez vécu une injustice terrible. Comment pouvons-nous réparer toutes ces années perdues ?» Claudette sourit avec une chaleur qui réchauffait le cœur. « Tiens, mon cher Alexandre, vous avez déjà tout réparé en aimant Henri comme un frère, en accueillant sa famille comme la vôtre, et en utilisant votre fortune pour sauver des vies. Votre père serait très fier de voir ce que vous êtes devenus tous les deux. » Elle se tourna vers Camille, qui écoutait cette incroyable histoire avec fascination. « Et vous, ma chère belle petite fille, vous portez l'avenir de notre famille. »
Cette petite Sophie sera élevée dans la vérité et l'amour, sans secret ni mensonge. Cette ultime révélation renforçait encore les liens familiaux déjà solides qui s'étaient tissés au fil des années. Claudette s'installa naturellement au château, dans une suite spécialement aménagée pour elle, et devint rapidement la grand-mère gâteau que personne n'avait eue dans cette famille. Lucas, en particulier, développa une relation privilégiée avec cette femme qui avait traversé tant d'épreuves avec une dignité exemplaire. La naissance de Sophie, quelques semaines plus tard, fut l'occasion d'une grande fête familiale. Cette petite fille, première représentante d'une nouvelle génération née dans la vérité et l'amour, symbolisait parfaitement la renaissance de la famille Dubois-Beaumont. Claudette, tenant dans ses bras son arrière-petite-fille, pleurait de joie en pensant à tous ces moments familiaux qu'elle avait manqués à cause du secret imposé par les conventions d'une autre époque. 5 ans plus tard, la Fondation Dubois-Beaumont était devenue la première organisation caritative européenne dans le domaine de l'oncologie pédiatrique. Plus de 15 000 jeunes patients avaient bénéficié de ces soins gratuits, et les recherches financées par la Fondation avaient permis de développer des traitements révolutionnaires qui sauvaient désormais des dizaines de milliers de vies chaque année à travers le monde. Lucas, devenu un chirurgien réputé, dirigeait le département de chirurgie oncologique pédiatrique du centre principal installé au château. Alexandre et Camille avaient eu 2 autres enfants, un petit Jean-Pierre en hommage au patriarche de la famille et une petite Marie, comme sa grand-mère Marie-Claire. Le château résonnait désormais en permanence de cris d'enfants, de conversations familiales et de l'activité médicale du centre de soins qui n'avait jamais cessé de croître et de se moderniser. Un matin d'automne, exactement 8 ans après cette fameuse soirée où tout avait commencé, Alexandre se promenait seul dans les jardins du château, réfléchissant à l'incroyable transformation de sa vie. Il repensait à l'homme qu'il était avant cette rencontre avec la détresse de Marie-Claire, solitaire, obsédé par l'argent, incapable de véritables relations humaines, vivant dans une opulence stérile qui ne lui apportait aucune satisfaction réelle. Aujourd'hui, à 50 ans, il était entouré d'une famille aimante, marié à une femme exceptionnelle qui partageait ses valeurs et ses engagements, père de 3 enfants merveilleux et à la tête d'une œuvre philanthropique qui changeait concrètement le monde. Sa fortune, loin de diminuer malgré les sommes considérables investies dans la fondation, avait continué à croître grâce à des placements judicieux, mais elle n'était plus une fin en soi, seulement un moyen au service d'une cause qui le dépassait. Cette transformation personnelle radicale l'amenait souvent à s'interroger sur les hasards de l'existence. Si Marie-Claire n'avait pas pleuré ce soir-là dans son salon, si Lucas n'était pas tombé malade, si Henri n'avait pas eu le courage de révéler les secrets de famille, si Camille n'était pas venue à cette fête, aucune de ces coïncidences remarquables ne s'était produite par hasard, mais chacune avait été nécessaire pour le mener vers cette vie accomplie qu'il menait désormais. Ce matin-là, Alexandre prit une décision symbolique qui marquait définitivement sa rupture avec son ancien mode de vie. Il convoqua ses avocats et fit donation de la totalité de ses biens personnels à la Fondation Dubois-Beaumont, ne gardant pour sa famille que le château et les revenus nécessaires à une vie confortable mais sans luxe excessif. Cette décision, qui faisait de la Fondation l'une des organisations caritatives les plus riches au monde, garantissait la pérennité de l'œuvre entreprise et son développement international pour les décennies à venir. Quand il annonça cette décision lors du dîner familial, personne ne fut vraiment surpris. Camille sourit en serrant sa main. Henri hocha la tête avec approbation. Marie-Claire essuya une larme d'émotion. Lucas applaudit avec enthousiasme et Claudette déclara simplement « Jean-Pierre aurait été fier de toi, mon petit-fils. Tu as compris ce qui compte vraiment dans la vie. » Cette soirée-là, Alexandre monta dans son ancienne chambre de célibataire qu'il avait transformée en bureau personnel et ouvrit le carnet dans lequel il avait commencé à écrire ses réflexions 8 ans plus tôt. Les premières pages relataient ses questionnements sur le sens de sa vie et l'utilisation de sa fortune. Les dernières pages, qu'il rédigea cette nuit-là, résumaient l'extraordinaire parcours qu'il avait mené de la solitude dorée à l'épanouissement familial et à l'engagement humanitaire. « Aujourd'hui, j'ai 50 ans et je peux enfin dire que ma vie a un sens », écrivit-il. Il aura fallu les larmes d'une femme courageuse, la maladie d'un jeune homme exceptionnel, la révélation de secrets de famille longtemps enfouis et la rencontre de l'amour authentique pour que je comprenne enfin l'essentiel. La vraie richesse n'est pas celle qu'on accumule, mais celle qu'on partage. La vraie réussite n'est pas celle qu'on mesure en chiffre d'affaires,
mais celle qu'on évalue en vie sauvée et en bonheur partagé. Il ferma le carnet et regarda par la fenêtre les jardins éclairés par la lune, où se dressait maintenant le centre médical qui avait sauvé des milliers de vies. Dans quelques heures, de nouveaux patients arriveraient, portant avec eux l'espoir de guérison que seuls les meilleurs soins pouvaient leur offrir. D'autres familles vivraient ce qu'avaient vécu Marie-Claire et Lucas, la transformation du désespoir en espoir grâce à la générosité et à la science médicale avancée. Cette nuit-là, Alexandre Dubois s'endormit en paix avec lui-même, entouré des siens, fier de l'œuvre accomplie et conscient d'avoir trouvé sa véritable voie. L'homme qui avait découvert sa femme de ménage en larmes 8 ans plus tôt était mort pour laisser place à un homme nouveau, transformé par l'amour familial et l'engagement humanitaire. Le lendemain matin, il fut réveillé par les cris joyeux de ses enfants qui couraient dans les couloirs du château et par le parfum du café que Camille lui apportait au lit comme chaque matin depuis leur mariage. Cette routine simple mais précieuse lui rappelait chaque jour la chance extraordinaire qu'il avait eue de croiser la route de Marie-Claire ce fameux soir pluvieux d'automne. Car tout avait commencé par des larmes dans un salon, et tout s'épanouissait maintenant en joie partagée dans une famille unie et une œuvre au service de l'humanité. La plus belle des transformations, celle d'un cœur qui apprend enfin à aimer vraiment. Cette histoire vous a-t-elle touché? Si elle vous a captivé du début à la fin, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour encourager ce type de récit. Et dites-moi en commentaire, quelle a été votre partie préférée dans cette saga familiale? Avez-vous été surpris par toutes ces révélations? Cette transformation d'Alexandre vous semble-t-elle crédible et inspirante? Vos commentaires sont précieux pour connaître votre ressenti sur cette histoire de famille, d'amour et de générosité.